Marseille, France, samedi 22 août 2026. Bonjour. Lettre audio interreligieuse. De l'injustice de Eutelsat de 1992 à la renaissance du Maghreb. À l'attention de Monsieur le Grand Rabbin de Paris. Monsieur le Recteur de la Grande Mosquée de Paris. Monseigneur l'Archevêque de Paris. Objet. Demande urgente de transmission de mon dossier justice, reconnaissance, dignité et renaissance du Maghreb. Monsieur le Grand Rabbin. Monsieur le Recteur de la Grande Mosquée de Paris. Monseigneur l'Archevêque de Paris. Avant toute chose, permettez-moi de vous prévenir que ce message audio sera un peu long. Je vous demanderai simplement de bien vouloir m'accorder toute votre attention jusqu'à son terme. Je ne vous demande pas seulement de m'écouter avec vos oreilles. Je vous demande de m'écouter avec votre conscience, votre humanité et votre regard d'homme de foi et de croyance. Car pour comprendre ma démarche auprès de vous trois, il est nécessaire de connaître mon histoire. Et cette histoire commence en 1992. Une injustice que je dénonce depuis 34 ans. En 1992, alors que je n'avais que 32 ans, j'estime avoir été victime d'une profonde injustice dans une affaire concernant l'organisation européenne Eutelsat et un projet de diffusion par satellite des 5 chaînes nationales des 5 pays du Maghreb arabe. La Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. J'avais imaginé et présenté un projet permettant, à travers Eutelsat, de diffuser ces 5 chaînes de télévision par satellite. Pour moi, il ne s'agissait pas simplement d'une opération commerciale. Je voyais déjà quelque chose de beaucoup plus grand. Je voyais la possibilité de permettre à des millions de Maghrébins vivant en Europe de retrouver, grâce à leur télévision nationale, une partie de leur pays d'origine. Un père, une mère, une famille, un enfant, une langue, une culture, une mémoire, une identité, une connexion quotidienne avec leur terre d'origine. Les documents de mon dossier montrent notamment qu'Eutelsat m'avait répondu officiellement le 17 avril 1992 au sujet de ce projet de diffusion de 5 chaînes de télévision des 5 pays du Maghreb. Cette correspondance précisait les possibilités techniques et commerciales envisagées, notamment l'utilisation de capacités satellitaires sur Eutelsat 2, F3 à 16 degrés. Elle précisait également les conditions financières de location des capacités satellitaires. D'autres échanges de mon dossier montrent ensuite les contacts avec des représentants algériens et l'organisation de réunions avec des responsables de la télévision algérienne et d'Eutelsat. Ces documents constituent pour moi une partie essentielle de l'histoire de cette affaire. De mon côté, 0 €. Lorsque je regarde aujourd'hui cette histoire avec le recul de 34 années, un contraste me frappe profondément. Selon mon estimation, l'exploitation financière de cette activité aurait pu représenter plus de 500 millions d'euros pour Eutelsat sur la durée. Je précise avec honnêteté qu'il s'agit de mon estimation et que ce montant doit être vérifié à partir des données financières et contractuelles réelles. Mais pour moi, le résultat personnel est très simple. 0 €. Aucune rémunération correspondant à ce que je considère comme ma contribution initiale. Aucune reconnaissance financière à la hauteur de ce que j'estime avoir apporté. Voilà pourquoi je me bats depuis 34 années auprès des administrations et des responsables successifs du groupe Eutelsat. Qui est Belkir Saya. Je voudrais maintenant vous dire qui je suis. Je ne suis pas issu d'une famille riche. Je ne suis pas né dans un milieu privilégié. Bien au contraire. Je suis issu d'un milieu extrêmement pauvre. Je suis né à Marseille en 1960, dans un ancien bunker allemand de la Seconde Guerre mondiale situé au Cap Janet. J'ai grandi dans le plus grand bidonville de Marseille. Je ne vous raconte pas cela pour obtenir votre compassion. Je vous le raconte parce que cela fait partie de mon parcours. Je suis parti de très loin. Et malgré cela, j'ai toujours conservé la capacité de rêver. En 1992, à seulement 32 ans, j'ai osé imaginer qu'une idée née dans un environnement modeste pouvait contribuer à rapprocher les peuples du Maghreb. Et aujourd'hui, 34 années plus tard, je continue à croire que les idées peuvent changer l'histoire. Pourquoi m'adresser à vous trois? Je ne vous demande pas de condamner Eutelsat. Je ne vous demande pas de dire que j'ai raison avant d'avoir étudié mon dossier. Je ne vous demande pas de prendre parti. Je vous demande simplement de m'aider à faire parvenir mon dossier aux personnes qui peuvent aujourd'hui l'examiner. Je souhaite qu'il soit transmis à Madame Delphine Damarzi, présidente directrice générale d'Euronext et de la Bourse de Paris. Et Madame Eva Bernequet, présidente directrice générale d'Eutelsat.
Je vous demande, après lecture du dossier, si vous estimez ma démarche suffisamment sérieuse, de bien vouloir effectuer cette transmission. La justice, une valeur qui nous rassemble. Pourquoi ai-je choisi de m'adresser à un représentant du judaïsme, à un représentant de l'islam et à un représentant du christianisme? Parce que la justice appartient à tous. Dans la Torah, le terme hébreu, mishpa, exprime notamment les notions de justice, de droit et de jugement. Dans les 5 livres de la Torah, il apparaît 84 fois. Dans l'ensemble de la Bible hébraïque, il apparaît 421 fois. Dans le Coran arabe, la racine Rainun Dellun Lemun, DL, associée notamment à la justice et à l'équité, apparaît sous 28 formes recensées. Ces chiffres doivent naturellement être compris dans les langues originales et selon le contexte de chaque occurrence. Mais ils illustrent l'importance immense accordée à la justice. Le Deutéronome dit « La justice, tu poursuivras ». La Bible rappelle l'importance de faire ce qui est juste et droit. Et le Coran enseigne. Certes, à la commande la justice et la bienfaisance. Alors je me suis posé une question. Après 34 années de combat, qui pouvais-je solliciter pour m'aider à faire entendre une demande de justice, sinon des hommes de foi capables d'entendre la souffrance d'un homme et de comprendre son désir de vérité? Le monde visible et le monde invisible. Les grandes traditions religieuses nous enseignent également que l'être humain ne s'est jamais limité à ce qu'il pouvait voir. La Torah, la Bible et le Coran évoquent différentes réalités spirituelles. Dans l'islam, les djinns sont explicitement mentionnés dans le Coran, notamment dans la sourate Al-Djinn. Je ne vous demande pas de considérer ces réalités comme scientifiquement démontrées. Je vous demande simplement de reconnaître que, depuis des millénaires, les peuples ont accordé une grande importance aux réalités invisibles et aux lieux considérés comme sacrés. En Inde, certaines traditions parlent du dharma, du karma et de l'équilibre des actes. En Chine, certaines traditions accordent une importance particulière à l'harmonie des lieux. Au Japon, le Shinto accorde une place particulière aux kami et aux lieux sacrés. Et dans de nombreuses traditions africaines, certaines montagnes, rivières, forêts et grottes sont considérées comme des lieux particuliers. La marmite, le feu et l'eau. Dans mon histoire personnelle, un ancien chef de mon village m'a transmis un enseignement ancestral. Il me demanda de rassembler les documents concernant cette affaire et de les placer dans une ancienne marmite en terre cuite. Cette marmite devait être déposée dans une grotte avec 2 témoins. Je ne présente pas cette histoire comme une preuve scientifique. Je la présente comme une métaphore de la justice et de la mémoire. Le chef m'avait expliqué que lorsque justice serait rendue, il faudrait retourner dans la grotte avec 2 témoins. La marmite devait alors être récupérée, remplie d'eau provenant d'une rivière sacrée, puis jetée dans le volcan. Et lorsqu'il m'expliqua pourquoi, il me dit « Le feu détruira la terre cuite, mais il ne détruira jamais l'eau. » Aujourd'hui, je comprends cette phrase ainsi. La marmite représente le poids du passé. Les documents représentent la mémoire. L'eau représente la vérité. Le feu représente la transformation. Et la vapeur qui monte vers le ciel représente la libération. Mais mon rêve ne s'arrête pas à la justice. Monsieur le grand rabbin. Monsieur le recteur. Monseigneur. Il existe une autre partie de mon histoire que je souhaite vous confier. Parce que malgré cette injustice que je dénonce depuis 1992, je n'ai jamais cessé de rêver. Et mon deuxième grand rêve concerne le Maghreb arabe tout entier. J'ai imaginé et présenté un projet de sommet de Marrakech 2026, destiné aux 5 pays de l'Union du Maghreb arabe. Un sommet que j'ai imaginé comme un grand événement politique, économique, industriel, technologique et médiatique. Et j'ai imaginé que le Royaume d'Arabie Saoudite puisse devenir un partenaire financier majeur de cette initiative. Je précise bien qu'il s'agit de mon projet et de ma proposition, et non d'une décision officiellement adoptée par les 5 États ou par le Royaume d'Arabie Saoudite. Marrakech, de la naissance à la Renaissance. Pourquoi Marrakech? Parce que le 17 février 1989, Marrakech a accueilli la signature du traité créant l'Union du Maghreb arabe. 5 dirigeants fondateurs étaient réunis. Hassan II, roi du Maroc. Zine El Abidine Ben Ali, président de la République tunisienne. Chadli Benjedid, président de la République algérienne démocratique et populaire. Mouammar Kadhafi, dirigeant de la Libye. Et Maouia Ould Sidi Ahmed Taya, président de la République islamique de Mauritanie. 5 pays. 5 peuples. Une même ambition. Une même histoire.
C'est pourquoi mon rêve est de voir Marrakech devenir non seulement la ville où l'Union du Maghreb arabe est née institutionnellement, mais également la ville où pourrait commencer sa renaissance économique, industrielle et humaine. Un sommet pour la jeunesse maghrébine. Mon idée est de créer un sommet capable d'attirer l'attention du monde entier. Un sommet qui réunirait les 5 pays du Maghreb et leurs partenaires internationaux autour de projets concrets. L'industrie, les énergies renouvelables, l'hydrogène, les véhicules électriques, les batteries, les infrastructures, les chemins de fer, les ports, les télécommunications, les satellites, l'intelligence artificielle, l'agriculture moderne, le dessalement de l'eau, la recherche scientifique, la formation professionnelle et surtout l'emploi. Je rêve d'une industrialisation sans précédent du Maghreb. Une industrialisation capable de créer des millions d'opportunités pour la jeunesse. Car la jeunesse maghrébine possède une richesse extraordinaire. Son intelligence, son énergie, sa créativité et son ambition. Il faut lui donner les moyens de réussir chez elle. Le rôle que j'imagine pour l'Arabie saoudite. Dans mon projet, j'ai imaginé le Royaume d'Arabie saoudite comme partenaire financier majeur de cette transformation. L'idée serait de mobiliser des capitaux, des investissements, des technologies et des partenariats industriels afin de permettre au Maghreb de devenir un grand espace de production et d'innovation. Je rêve d'un partenariat entre l'Arabie saoudite, le Maghreb, l'Europe et les grandes puissances industrielles et technologiques du monde. L'objectif serait simple. Investir, produire, former, exporter et créer des emplois. Les 5 décorations honorifiques. Et c'est ici que je souhaite vous parler d'un rêve très personnel. J'ai imaginé que, lors de l'ouverture officielle du sommet de Marrakech, les 5 États de l'Union du Maghreb arabe puissent chacun me remettre une décoration honorifique nationale, en reconnaissance et en remerciement de ma contribution historique telle que je la présente dans mon dossier. Pourquoi 5 décorations ? Parce que mon projet de 1992 concernait précisément la diffusion par satellite des 5 chaînes nationales des 5 pays du Maghreb arabe. Dans mon rêve, chacune des 5 nations pourrait ainsi exprimer symboliquement sa reconnaissance pour cette contribution qui, selon ma conception du projet, aurait permis aux populations maghrébines vivant en Europe de retrouver leur chaîne nationale et, à travers elle, un lien quotidien avec leur pays d'origine. Des hommes, des femmes, des enfants, des familles entières de la diaspora maghrébine. Des millions de personnes vivant loin de leur terre natale auraient ainsi pu retrouver leur langue, leurs informations, leur culture, leurs programmes et une partie de leur identité. Je rêve donc que les 5 pays puissent, chacun selon ses propres règles et prérogatives souveraines, décider éventuellement de me remettre une distinction honorifique. Une distinction pour la Mauritanie. Une distinction pour le Maroc. Une distinction pour l'Algérie. Une distinction pour la Tunisie. Une distinction pour la Libye. Et ces 5 distinctions seraient remises symboliquement le même jour, lors de l'ouverture du sommet de Marrakech. Un moment historique. Et je voudrais imaginer la scène avec vous. À l'ouverture du sommet de Marrakech. Les 5 délégations maghrébines réunies. Les 5 drapeaux côte à côte. Les représentants des 5 États présents. Les médias du monde entier. Et au centre de cette cérémonie, un homme d'origine algérienne, né à Marseille, dont la famille est originaire de Ouargla. Belkhessaya. Et à mes côtés, mon épouse, d'origine marocaine, de la ville de Marrakech. Nous formons depuis 33 années de mariage un couple algéro-marocain uni par le mariage, par la famille et par la vie. Elle, originaire de Marrakech. Moi, d'origine algérienne, lié à Ouargla. 2 origines. 2 histoires. 2 pays. Mais une seule famille. Et peut-être que notre présence côte à côte pourrait porter un message beaucoup plus grand que nous-mêmes. Le Maghreb n'est pas seulement une géographie. C'est aussi une histoire humaine. Des familles marocaines, algériennes, tunisiennes, libyennes et mauritaniennes se sont rencontrées, se sont mariées, ont eu des enfants et ont construit ensemble leur vie. Notre couple pourrait ainsi devenir, symboliquement, l'image d'un Maghreb qui choisit de se rapprocher plutôt que de s'éloigner. 5 décorations, mais une seule valeur, la reconnaissance. Ces 5 décorations ne représenteraient pas pour moi une richesse matérielle.
Elle représenterait quelque chose de beaucoup plus important. La reconnaissance. La reconnaissance d'une idée née en 1992. La reconnaissance d'un projet de communication satellitaire. La reconnaissance du lien créé entre les populations maghrébines et leur pays d'origine. Et peut-être aussi la reconnaissance d'un homme qui, malgré son origine très modeste, aura passé une grande partie de sa vie à imaginer des projets pour son pays d'origine, pour le Maghreb et pour les générations futures. Je précise une nouvelle fois que ces 5 décorations constituent aujourd'hui un souhait, un rêve et une proposition personnelle. Seuls les États concernés pourraient décider librement si une telle distinction peut juridiquement et politiquement être accordée. De l'injustice à la reconnaissance. Et c'est ici que mes 2 rêves se rejoignent. En 1992, je cherchais simplement à faire connaître une idée. En 2026, je rêve d'un Maghreb capable de transformer cette histoire en avenir. Je suis parti d'un bunker de guerre. J'ai grandi dans un bidonville. J'ai connu la pauvreté. Mais je n'ai jamais abandonné mes rêves. Et aujourd'hui, mon rêve n'est plus seulement personnel. Il concerne une génération entière. Je rêve d'un Maghreb industrialisé, moderne, connecté, énergétiquement indépendant, technologiquement avancé, créateur d'emplois, créateur de richesses, et surtout capable d'offrir à sa jeunesse une véritable dignité. Pourquoi vous demandez votre aide? Monsieur le grand rabbin, monsieur le recteur, Monseigneur, je ne vous demande pas de résoudre vous-même mon conflit avec Eutelsat. Je vous demande simplement d'être, si vous l'acceptez, des passeurs de dialogue. Des passeurs entre un homme qui affirme avoir été injustement traité et les institutions qui peuvent vérifier son histoire. Je vous demande de transmettre mon dossier à Madame Delphine Damarzi et Madame Eva Bernick. Et si vous estimez également que mon projet de sommet de Marrakech mérite d'être connu, je souhaiterais que vous puissiez également considérer cette seconde partie de ma démarche comme une vision de paix, de coopération et de prospérité pour le Maghreb. Mon dernier message. Je pourrais terminer cette lettre par la colère. Mais je préfère la terminer par l'espoir. Je ne veux pas que mon histoire soit une histoire de vengeance. Je veux qu'elle devienne une histoire de réconciliation. Je veux que l'on puisse regarder le passé avec honnêteté. Que l'on puisse reconnaître les erreurs lorsqu'elles existent. Que l'on puisse réparer lorsqu'une réparation est légitimement due. Et surtout, que l'on puisse construire. Construire des usines. Construire des écoles. Construire des universités. Construire des centres de recherche. Construire des réseaux électriques. Construire des usines de batteries. Construire des véhicules électriques. Construire des infrastructures. Construire des entreprises. Construire des satellites. Construire des emplois. Mais surtout, construire un avenir pour la jeunesse maghrébine. Monsieur le grand rabbin. Monsieur le recteur. Monseigneur. Je vous remercie d'avoir écouté ce message jusqu'à son terme. Je sais qu'il est long. Mais cette histoire dure depuis 34 années. Je ne vous demande pas de croire aveuglément à mon récit. Je vous demande de vérifier les documents. Je ne vous demande pas de prendre parti. Je vous demande de transmettre mon dossier. Je ne vous demande pas de condamner. Je vous demande d'aider à ouvrir un dialogue. Et peut-être qu'un jour, à Marrakech, lors d'un sommet consacré à l'avenir du Maghreb, nous pourrons regarder cette longue histoire et dire: une injustice ancienne a contribué à faire naître une nouvelle espérance. Une espérance pour la justice. Une espérance pour la dignité. Une espérance pour le Maghreb. Une espérance pour la jeunesse. Et une espérance pour l'avenir. Que la vérité soit recherchée. Que la justice soit respectée. Que la dignité de chaque être humain soit préservée. Que les peuples puissent se rapprocher. Que les technologies servent la paix et la prospérité. Et que Marrakech, ville historique de la naissance de l'Union du Maghreb arabe, puisse devenir demain la ville de sa renaissance. Je vous remercie du fond du cœur. Avec mon profond respect. Monsieur Belkir Saya. Marseille, France.